Salam alaikum Azul, bonsoir. Il n'est pas rare d'entendre des gens qui se disent de parfaits connaisseurs de la politique algérienne, de dire qu'il est faux que le régime actuel est le même que celui qui a pris le pouvoir en 1962, avant même que l'indépendance ne soit proclamée. Pourtant, si l'on se bornait à envisager la question de la façon la plus simple qui soit, il suffirait de se rappeler que Abdelaziz Bouteflika, l'actuel président algérien, était ministre de ce premier gouvernement algérien, de ce régime, qui avait pris le pouvoir au gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPR. Il y occupait le portefeuille de ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme, juste avant de prendre celui de ministre des Affaires étrangères. Il avait 25 ans. Avant l'indépendance du pays, en 1961, alors que l'armée des frontières dont il faisait partie était en conflit ouvert avec le GPRA, son patron, Houari Boumedienne, l'envoie en mission en France en 1961 pour rencontrer les chefs historiques qui étaient emprisonnés au château d'Aulnoy. Et je rappelle que c'était avant l'indépendance. Il avait été chargé par Boumedienne de proposer à Boudiaf d'abord, sinon à Ben Bella, le poste de premier chef de l'État algérien dès que l'indépendance sera proclamée, à la condition que Boumedienne en soit le vice-président et le ministre de la Défense. Curieusement, très curieusement, De Gaulle, le général De Gaulle, avait donné son accord pour cette très étrange mission d'un officier supérieur de l'ALN sur le territoire français même, à l'intérieur de la prison la mieux gardée de France, auprès des prisonniers politiques les plus emblématiques de la révolution algérienne. Pour sauver les apparences de cette opération qui consistait à barrer la route au GPRA et qui n'a pas encore livré tous ses secrets, le gouvernement français intervint auprès du roi du Maroc pour le prier de remettre un passeport marocain à Abdelaziz Bouteflika. C'est donc en qualité de sujet de Sa Majesté le roi du Maroc que l'émissaire de Boumedienne put rencontrer les prisonniers d'Aulnoy. Mohamed Boudiaf refusa violemment d'entrer dans le jeu de Boumedienne et c'est Ahmed Ben Bella qui s'empressa d'accepter l'offre. Il n'avait pas compris que Boumedienne n'avait besoin de lui, de sa stature historique, que pour éliminer le GPRA et se préparer à prendre le pouvoir directement quand le moment viendrait. Et c'est ainsi que Bouteflika joua un rôle de premier plan dans le coup de force qui allait confisquer l'indépendance au profit d'un clan qui n'allait reculer devant rien, ni devant aucun carnage, aucune répression, aucun assassinat politique, aucune corruption pour prendre et garder le pouvoir. Et c'est le même régime, même si ceux qui le constituent ont changé un tant soit peu, qui est aux commandes, et surtout à la curée. Rappelons aussi, pour préciser notre argument, que les généraux putschistes qui allait apparaître au grand jour et prendre directement le pouvoir en 1992, étaient ceux-là même, dans leur majorité, que Boumedienne avait imposé à l'ALN avant l'indépendance, puis à l'AMP après l'indépendance, et qui allaient devenir la colonne vertébrale du régime, les très fameux officiers déserteurs de l'armée française, les DAF, dont certains spécialistes de la question affirment qu'ils ont été injectés au cœur de la révolution algérienne pour capter et contrôler ce qui allait
ont découlé. Mais je tiens à préciser néanmoins que tous les déserteurs de l'armée française n'entrent pas dans cette logique, fort heureusement. Mais nous ne le dirons jamais assez pour ne pas attenter à leur honneur. À ce moment-là, les lignes Maurice, les opérations Châle qui allaient laminer l'intérieur de l'intérieur, la laine de l'intérieur allait être laminée par les lignes Maurice qui empêchaient tout approvisionnement de l'extérieur et par les opérations Châle qui réduisirent l'armée de libération nationale en petits groupuscules épars de gens qui se cachaient comme ils pouvaient. Dans le même temps que les lignes Maurice et les opérations Châle allaient faire de l'armée des frontières une force considérable, parce qu'elle gardait tout l'armement qui lui venait, tout l'argent, tous les hommes. Et donc, tout cela plaide en faveur de ce complot, surtout lorsque on y greffe cette mission de Bouteflika à la prison d'Aulnoy, dont je viens de vous parler, et qui a été encadrée et puissamment soutenue par le premier cercle du général de Gaulle, qui s'était convaincu, avant même le début des opérations Châle, que l'Algérie devait être lâchée, qu'il n'était pas de l'intérêt de son pays qu'elle devienne française. Ces détails historiques de la prise du pouvoir par l'actuel régime devaient être rappelés pour répondre aux observateurs qui affirment que le régime a mué plusieurs fois, que celui d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qui a perpétré le premier coup d'État de l'histoire de ce pays. Ne leur en déplaise, ce régime n'a mué qu'en apparence par des changements de peau, sans autre conséquence sur sa nature et sa composante. Dans le meilleur des cas, quelques nouveaux arrivants n'ont pu prétendre à l'adoubement que parce qu'ils sont entrés dans l'âme même et sa logique du régime. Ils se sont fondus d'eux-mêmes dans la morphologie et dans l'esprit de ce pouvoir où ils rêvaient d'entrer. Et la meilleure preuve pour se convaincre que l'Algérie est sous l'emprise d'un même groupe d'hommes depuis l'indépendance du pays est que celui-ci, ce groupe d'hommes, se distingue par l'âge de ses principaux chefs. Presque tous sont restés aux commandes jusqu'à un âge avancé, très avancé. Certains sont morts sur le trône qu'ils se sont arrogés. D'autres gardaient leur titre, leur prébende, leur chasse gardée alors qu'ils étaient agonisants. Et même ceux qui ont officiellement démissionné ou qui ont été remerciés par leur père, par leurs compères, restaient au pouvoir d'une façon ou d'une autre, au moins par le biais de la rente, par l'héritage qu'ils concédaient à leurs propres descendants, à leurs parents, à leurs clients. C'est le cas du président Bouteflika, qui va avoir 80 ans demain, qui reste aux commandes malgré une grave dégradation de son état de santé. Et pire que cela, son corps, même dans l'état de déchéance avancé dans lequel il se trouve, a été pris en otage par sa propre fratrie et les associés, qui règnent presque ouvertement et qui préparent une succession en son nom. Demain, donc, le président Bouteflika fêtera ses 80 ans. Au moment où les Algériens ne savent ni ce qu'il devient, ni ce qu'est son véritable état de santé, ni même s'il est vivant. Aujourd'hui. Le point Afrique, Algérie, Mohsen Belabès. Le statu quo n'est pas une fatalité, par la rédaction. Le Figaro, Algérie, Bouteflika va bien selon le FLN, par la rédaction. Les Échos, l'Algérie dirigée par un Bouteflika invisible, par Yves Baudrion. Bouteflika soufflera-t-il sa 80e bougie? C'est le titre de notre émission
d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Brahim Younsi, président de l'UDM. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Sofiane Gilali qui sera avec nous depuis Alger en Skype. Merci Sofiane Gilali d'être avec nous. Et Mohamed Benhamou, président du parti Al-Karama qui sera avec nous au téléphone depuis Alger. Merci Mohamed Benhamou d'être avec nous. Brahim Younsi, savez-vous pourquoi le titre de l'émission, nous avons dit Bouteflika soufflera-t-il sa 80e bougie? Vous allez me le dire. Eh bien oui, parce que une rumeur persistante est en train de circuler dans tout le pays, qui n'a pas été démentie, qui le donne pour mort. J'ai entendu cela aussi, oui. Mais sincèrement j'en doute. Nous en doutons tous, mais nous attendons que ce soit démenti de façon... Vous le savez mieux que quiconque. Oui. Vous, un homme d'information, de médias. Aujourd'hui, une information, nous ne sommes plus dans le glacis. Une information comme celle-là ne tiendrait pas 2 heures. Elle deviendrait publique, officiellement publique. Non, je ne crois pas ça. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'on donne Abdelaziz Dabakh. Qu'il soit gravement, encore plus gravement malade, que son état de santé se soit détérioré, je veux bien le croire. Pour annuler, d'abord il ne reçoit pas Emmanuel Macron quand il était venu. Mais ça s'est passé après la visite d'Emmanuel Macron, dès l'annulation de la visite de Merkel. Oui, c'est à partir de là que la rumeur a commencé à circuler. Oui, déjà il n'a pas reçu comment dirais-je, les politiques, les observateurs, comme on dit politiques, eux ont remarqué cette carence du chef de l'État, le fait qu'il n'ait pas reçu Emmanuel Macron. Habituellement, il reçoit tous les hommes politiques, notamment les candidats à la présidence de la République française. Peut-être que Macron n'a pas accepté de jouer le jeu, ou c'est des supputations. Peut-être que c'est la bronchite, cette fameuse bronchite. Je crois qu'il était déjà malade, très malade, juste une bronchite. Et il a ensuite justifié cela en annulant la visite que Mme Pourquoi Merkel... alors l'ont-ils annulé à la dernière minute quasiment? Pour dire qu'il vient juste de tomber malade, pour expliquer aussi de ne pas avoir reçu, à mon sens. Mais Brahim Younsi, pourquoi ne serait-il pas capable de le faire passer pour vivant le temps qu'il prépare la succession, 3-4 semaines, le maintenir en état de mort clinique, le temps de préparer. Pourquoi ne le ferait-il pas quand ils ont réussi à le faire rempiler pour un 5e mandat, alors qu'il a été incapable de faire sa propre campagne électorale, de faire le moindre discours, de faire la moindre visite, de s'adresser aux Algériens pendant 5 années? Oui. Pourquoi ne serait-il pas capable de masquer sa mort éventuelle? À Dieu ne plaise. Non. Une information comme celle-là, je viens de le dire, ne peut pas rester quelques heures au secret. Ce type d'information sortirait tout de suite. Pourtant, ce régime est plombé d'une façon où personne ne sait ce qui s'y passe. Je crois, oui. L'opacité a toujours existé. Hein. Et le système, qu'on le veuille ou non, du fait de l'absence, il faut le dire, d'alternatives. Le système se régénère, et se régénère de l'intérieur. Et se régénère, y compris, il vampirise, y compris ce que l'on appelle l'opposition. Il l'a toujours vampirisé, l'opposition. Et vous parliez tout à l'heure de l'histoire de l'Algérie depuis 1962. Bon, j'ai quelques réserves par rapport à ce que vous avez dit. Mais exprimez-vous. Non, je veux dire que ces coups d'État, il y a eu en 1962, c'est le général de Gaulle qui l'a fait. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Oui, j'avais pas tout entendu. C'est bien ce que j'ai dit. Il a piloté à travers la fameuse mission de Bouteflika vers la prison d'Aulnoy. Non, je ne crois pas que le coup d'État soit à ce moment-là. Je crois que le coup d'État a été fait à Évian et par les négociateurs d'Évian qui ont laissé. Oui, mais là c'est un détail. Mais ça s'est passé avant. Oui, non, c'est pas un détail. Ça s'est passé dès le lancement des opérations Chal, en fait. Peut-être, c'est ce qu'on dit, ce que disent certains. C'est là où le coup d'État a eu lieu. C'est-à-dire que les négociateurs d'Évian auraient pu. D'ailleurs, il y a un gouvernement provisoire de la République algérienne qui doit gouverner. Oui. Or, ils ont accepté un exécutif provisoire qui était un gouvernement. C'est l'exécutif provisoire qui devait organiser les élections, le référendum,
puis aller vers la constituante, ce qui s'est produit. Oui, mais Brahimi aussi, j'entends bien ce que vous dites. Moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'un monsieur comme De Gaulle, il est ce qu'on veut, mais c'est un officier, c'était un homme d'honneur dans le sens de leur propre conception de l'honneur et de l'armée française. C'est un général qui n'engagerait jamais n'engagerait jamais l'armée française dans des opérations où il y a beaucoup de pertes humaines pour rien. Or, au moment où il a décidé de lancer les opérations Charles qui ont coûté beaucoup de vies, il était déjà pour lâcher l'Algérie. Et ce qui a convaincu certains observateurs, c'est qu'il a accepté que Bouteflika, l'envoyé de Boumediene, aille à la prison d'Aulnoy en 1961. Oui. Attendez, un commandant de l'armée de libération nationale, que la France, qui est très frileuse pour ce qui est de la République, du respect de la forme, accepte donc qu'un rebelle vienne visiter les chefs historiques de la Révolution en pleine guerre, et De Gaulle a fait intervenir son cabinet auprès du roi du Maroc pour qu'un passeport marocain soit délivré à Bouteflika pour qu'il puisse entrer en tant que Marocain, visiter ses prisonniers pour que les formes restent sauves. Mais De Gaulle ne l'aurait pas fait pour rien. Non, mais vous savez très bien que les dirigeants algériens circulaient soit avec des passeports égyptiens, soit avec des passeports tunisiens, soit avec des passeports marocains. Oui. Je ne crois pas que le général de Gaulle, je ne crois pas, on le dit, mais je ne crois pas que le général de Gaulle soit intervenu pour cela. Mais vous savez pensez aussi que Bouteflika aurait pu rendre visite au chef historique de l'ALN sans l'accord ou sans l'ordre de Gaulle? Cela est évident. Oui. Cela est évident. Mais les négociations avaient été engagées. Les accords, j'allais dire, d'Évian étaient en situation d'être signés. Et De Gaulle ne voulait pas que le GPRA prenne le pouvoir, il voulait que l'armée des frontières prenne le pouvoir. Non, en tout cas. C'est du moins mon propre avis sur la question. Moi, je veux dire, il y avait des négociateurs à Évian. Oui. Il y avait des négociateurs. Ils n'avaient pas défendu cette option. Ils n'ont pas quitté la table des négociations pour dire il n'en est pas question. C'est le GPRA qui doit gouverner Genève parce que nous avons un gouvernement. Il y avait quand même un des grands leaders pour lequel j'ai un immense respect, c'est Krim. Oui. C'est Krim qui était le chef de la délégation et qui a accepté, qui a signé les accords d'Évian, alors qu'il était lui-même vice-président du GPRA. Et peut-être qu'il ne savait pas lui-même qu'on lui faisait un bébé dans le dos. Bon. Non, il était là. Bon, je ne crois pas que Krim je vais me permettre de vous interrompre parce que nous risquons de partir sur une autre piste. Oui, bien sûr. Mais Soufiane Gilali, vous êtes avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Soufiane Gilali, une gérontocratie, qui vient du mot géronte, de vieux sages, comme celle de l'Algérie, est-ce que c'est le gouvernement des sages, même si ça tarde un peu, même si leur sagesse n'a pas été trop évidente pour le moins? Vous savez, il y a certains qui sont très âgés mais qui n'ont jamais eu de don de sagesse. Non, le débat que vous aviez ouvert est en même temps très important et peut-être même gravissime. Je n'irai pas beaucoup dans votre sens, Sidi Jamel, parce que sinon on aurait une lecture toujours très... on anticiperait systématiquement sur les événements sur la base de peut-être manipulation, complot, etc. Je crois que l'histoire se déroule de façon beaucoup plus pragmatique et que très probablement dès l'année 61 ou avant, il y avait des actes entre l'armée des frontières, les responsables de la Révolution à ce moment-là et l'État français. Donc, à partir du moment où De Gaulle avait choisi de se retirer de l'Algérie, très probablement en essayant de préserver l'honneur de la France, donc en sortir non pas en tant que vaincu et chassé, mais comme étant une solution approuvée et décidée par l'État français. C'est pour cela il y a eu la guerre féroce de 58 avec les lignes Maurice et Châles.
mais il y a eu ensuite les discussions et les négociations. Je ne crois pas qu'il faille remettre en cause toute l'histoire du pays, parce que là, on irait très loin. On remettrait en cause le mythe fondateur de ce qu'est aujourd'hui la nation algérienne, et je ne crois pas que ça soit au bénéfice des générations à venir. Bien sûr qu'il y a eu des votes. Sofiane Gileli, il n'en demeure pas moins que les mêmes qui ont perpétré ce coup d'État contre le GPRA et qui ont pris le pouvoir, les mêmes sont toujours au pouvoir, sauf ceux qui ont disparu, bien sûr. Si ce ne sont pas eux, ce sont les gens de leur entourage, de leur clientèle, voire même de leur parentèle. Le meilleur argument pour cela est la présence de M. Bouteflika lui-même à la tête de l'État. Ce sont les mêmes quasiment, ils n'ont quasiment pas changé, et c'est pour ça qu'ils ont tous plus de 70 ans, 75 ans, 80 ans. On est absolument d'accord. Il y a eu une très grave confusion chez les dirigeants algériens très tôt entre un butin de guerre qu'ils auraient récupéré en 1962, le pouvoir et un État. Mais on peut se replacer dans le contexte. En 62, vous pensez que l'Algérie possédait des hommes d'État? Il n'y en avait pas. Tout simplement parce que cela faisait plus d'un siècle que l'Algérie vivait sous le joug colonial, que les Algériens ne pouvaient pas accéder aux responsabilités étatiques, et que de ce fait, il ne pouvait pas y avoir d'hommes d'État. Tout simplement, il y avait des révolutionnaires, des hommes en armes, il y avait des militaires, et il y avait aussi, ils portaient en eux les valeurs de leur temps. Et ils pensaient que être chef, être leader, et de manière définitive, on ne lâche pas le trône. Voilà, les générations précédentes avaient une croyance en un certain nombre de valeurs qui en fait reviennent également à des valeurs de la société elle-même, où le rapport de force est instauré systématiquement, où on ne peut être que dominant ou dominé, on ne peut pas avoir un autre type de relation. Tout cela à la fois a fait que le pouvoir algérien a complètement fusionné avec ce qu'aurait dû être l'État algérien. Et de ce fait, ces hommes qui étaient en lutte constante entre eux, ils se sont auto-éliminés, ils se sont entretués. Karim Belkacem, dont vous évoquez le nom, on a fait les frais, mais il n'était pas le seul. Beaucoup avant lui. Karim Belkacem n'était pas un homme d'État. Vous pensez que ce n'était pas un politicien de très haut vol, en même temps qu'un grand stratège, et pas que lui d'ailleurs, pas que lui. Très probablement, c'était un homme de grande valeur, un stratège, et puis un révolutionnaire. Mais comment voulez-vous être un homme d'État lorsque vous ne pouvez pas avoir l'expérience de gérer un État? C'est compliqué, c'est juste une étiquette comme ça. C'était un homme de pouvoir qui aurait pu gérer. Par l'envergure et les potentialités largement prouvées par la suite, d'ailleurs. Restez avec nous, Sofiane Gileli. Je vais te donner la parole pour un court instant à Brahim Youssi avant de passer à Ben Hamou qui n'a pas encore eu la parole. Oui. Une seconde. Oui. Que le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, est-ce que l'on peut penser qu'il ait pu participer à un coup d'État contre le GPRA? Vous parlez de qui? Je prends de Abbas. J'ai dit le premier président de la République. Et Farhat Abbas, qui par ailleurs était un homme d'État, un parlementaire éprouvé. D'une grande Ben Khedda et d'autres. Sur la question du coup d'État, oui. Abbas a marché avec Ben Bella. Abbas était membre du bureau politique de Tlemcen. L'ensemble des réformistes. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des tractations politiciennes, que des gens essayaient de ruser. Ça se passe comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas imaginer que Abbas ait pu tremper dans un coup d'État. Mais je crois qu'il a été trompé. Il a été trompé sur les intentions des uns et des autres. De ce cas-là, vous le disqualifiez pour être un homme d'État. Non, pas du tout. Ça peut arriver à tout le monde. Pour être un homme d'État. Je crois qu'il a apprécié la situation, il savait apprécier les situations. Le GPRA, qu'on le veuille ou non, il y a eu des démissions en cascade, y compris les proches de Ben Youssef Ben Khedda, pour lequel j'ai un grand respect, un très très grand respect. On ne peut pas avoir de respect. Oui, absolument, d'un très grand respect. C'est un homme d'une moralité exemplaire. C'est clair là-dessus. Mais sur la question elle-même, sur le GPRA lui-même, il a été vidé de sa substance, y compris ses plus proches.
Et je veux parler de Saad Dahleb. Il n'empêche, quelles que soient vos convictions sur le sujet, que le GPRA a été l'objet d'un coup d'État par une clique venue d'autres frontières qui a pris le pouvoir par la force des armes. Ce n'est pas une polémique, mais c'est un point d'histoire. La wilaya 3 et 4 s'est opposée à l'entrée de l'armée des frontières sur Alger. On a tiré sur eux au canon. Il y a eu des centaines de morts. Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas notre sujet. Je suis désolé. Mais tout le monde a tiré sur tout le monde. Je comprends ce que je veux dire. Ces coups d'État il y a eu, il s'est passé à Évian. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Et nous sommes nombreux à ne pas être d'accord. Mais je vous promets que nous allons essayer de faire un sujet. L'exécutif provisoire et la reconnaissance. Nous allons faire un sujet sur ça, je vous convierai. Et la reconnaissance du FLN. Cela, c'est les accords. Nous y reviendrons en temps voulu. Et pas du GPR. Aujourd'hui, nous allons souffler 80 bijoux. C'est à la délégation du bijoux, vous avez vu le... Oui. Hammou Ben Hammou, merci d'être avec nous. Vous êtes président du parti El Karama. Oui. Alors, la rumeur persistante qui circule, pas seulement à Alger, y compris un peu partout dans le monde, que Bouteflika serait au plus mal, sinon décédé. Alors, votre avis sur la question? Vous savez, je crois que Mohamed Ben Hammou n'a pas toujours le beau rôle dans vos émissions, parce que pour la simple et unique raison, vous essayez de ramener des gens tout à fait naturels qui sont des opposants, qui dénigrent tout le temps. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit M. Jilali Sofiane, mais je suppose que beaucoup de gens comme Jilali Sofiane, beaucoup de personnes, disent des choses pas bien de notre pays, de l'Algérie, du président de la République. Je ne pense pas qu'un homme qui se respecte pourrait, en ces circonstances, parler de ces rumeurs et dire que Bouteflika n'est pas là ou il est là, parce que Amar Bidullah, et puis nous sommes des musulmans, nous sommes des gens qui ont un cœur, qui ont des sentiments. Moi, je crois que je dirais, comme a dit Georges Marchais, je pense, quand il a dit à Al-Kabash, taisez-vous, puis il a dit taisez-vous. Moi aussi, je dirais à beaucoup de gens, taisez-vous, arrêtons de dénigrer, arrêtons d'être méchants gratuitement. Moi, je vous l'ai toujours dit, je vis en Algérie. Vous savez, je suis rentré d'Alger hier. Le peuple algérien vit tranquillement et paisiblement. Je vais vous dire une chose, ce qu'a fait le président Bouteflika depuis sa venue en 99. Il a fait la réconciliation. Il a payé la dette. Nous vivons. Quelle réconciliation, Hammou Ben Hammou, quand on sait que pour 2016, Mohamed, pardon, quand on sait qu'en 2016, le bilan donné par la revue El Jeish sur le terrorisme a parlé de 351 terroristes neutralisés, 660 Kalachnikov saisis, des bombes, des canons, sinon, Monsieur Ben Hammou, juste une précision. Donc, vous considérez que quiconque donne son avis sur ce régime dénigre, pour reprendre vos termes, l'Algérie. Écoutez, Monsieur Ben Hammou, je vais vous laisser poursuivre parce que c'est votre droit le plus absolu. Moi, tout ce que nous ne dénigrons pas l'Algérie. Nous dénonçons un régime de canaille et de crapules, et j'assume. À vous, je vous en prie. Excusez-moi, mais je ne partage pas votre avis. Je sais très bien. Écoutez, mais tout ce que je peux dire, que ces gens que vous qualifiez de crapules, ces gens, ils sont en Algérie, et ils ont réussi. Vous voulez dire que nous qui ne sommes pas en Algérie, je vais vous dire, M. Ben Hammou, s'il vous plaît, ces gens dont vous parlez ont de leur bien ici.
nous les connaissons. Écoutez, ils ont des biens que même les Français n'ont pas. Ils ont des palais, des châteaux, leurs enfants, leurs familles. Donc arrêtez de dire nous sommes en Algérie. Arrêtez de pontifier de ce côté-là. Laissez-moi juste terminer. Terminez, monsieur Benhamou, allez-y. Écoutez-moi bien, je comprends votre douleur. Je comprends qu'à un certain moment, vous n'avez pas réussi à avoir le pouvoir. Mais non, vous trompez, monsieur. Mais écoutez-moi. Mais laissez-moi parler. Non, mais vous vous trompez. Oui, peut-être, oui. Écoutez, mais tout ce que je peux vous dire, et je le dis en toute honnêteté d'homme, je peux vous assurer que ces hommes-là, qualifiez-les de ce que vous voulez, mais je vous assure que le bien qu'ils ont apporté à l'Algérie, nous vivons dans un pays tranquille, même s'il y a des postes terroristes. Mais je vous assure que les Algériens, ils sont en train de se régaler, d'admirer cette Algérie qui est en train de monter, cette république algérienne très jeune, mais nous concurrençons beaucoup d'États dans le monde. Et vous savez... Par exemple, vous concurrencez qui, monsieur Benhamou? Je vais vous dire, beaucoup de pays africains. Lesquels? Nous sommes jalousés. Écoutez, oui. nous sommes jalousés. Que vous le vouliez. Jalousés par qui? Par qui? Dites-moi par qui? Par beaucoup de monde, à savoir par des compatriotes qui n'ont pas compris que la paix, la sécurité, on l'a payé très cher. Et beaucoup de pays très, très, très avancés comme les États-Unis et la France aspirent à vivre tranquille. Vous savez que la peur, elle a changé de camp. Les Européens maintenant, la France en particulier, mon cher ami, la France, maintenant, tous les Français sont frileux, ils ont peur du terrorisme. Et les Algériens, nous voyageons la nuit, mon cher ami. Alors il faut leur exporter-leur vos experts en lutte antiterroriste. Je ne vous dis pas que c'est le paradis. Non, exportez-leur. Mais restez avec nous, monsieur Benhamou, je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, d'abord, avant que... J'imagine que vous voulez lui répondre. Non, certainement pas. Je ne crois pas que ça soit Soufiane Gileli, qui lui est en Algérie, lui répondre. Oui. Mais sinon, je voulais vous dire quelques noms de barons du régime ou de baronnets qui sont un peu à la périphérie, mais qui n'en sont pas moins dans le régime, dont certains sont décédés, d'autres qui sont encore en poste. Je donne leur âge. Bessaïh Boualam, Rabbi Rahmou, il est mort à 86 ans, alors qu'il était en fonction. Oui. En fonction. Wild Abbas, qui vient d'être nommé à la tête du FLN, 83 ans. Gaïd Saleh, le grand chef de l'armée, 77 ans. C'est ce qu'on nous dit, 77 ans. Comme il est présumé. Voilà. Bouteflika, donc on a dit 80 ans. Missoum Sbih, qui a été ambassadeur d'Algérie en France pendant une éternité. Hein. Il est parti à l'âge de 81 ans. Général Tawfiq, il est parti à l'âge de 77 ans. Il allait rester encore longtemps. Hein. Il a dû... Monsieur Ben Saleh, il est encore en poste, il a 75 ans. Monsieur Meddelsi, il a 73 ans. Mohamed Al-Ammari qui est mort, Rabbi Rahmou ala kulli hal, 73 ans, il était en poste. Ali Kavi, Rabbi Rahmou, mort en poste, 86 ans, etc. Mais ils sont dans ce cas... La liste est longue. Elle est très longue. La liste est longue. Donc, comment expliquez-vous il n'y a pas de jeunes dans ce pays, il n'y a pas de jeunes compétences, il n'y a pas de... Même dans leur camp, comme M. Benhamou, par exemple. Il est jeune, M. Benhamou. Pourquoi ils ne l'ont pas à la place d'un vieillard? Je ne connais pas M. Benhamou. Ouais. Il présente une Algérie idyllique. Cette Algérie idyllique, on peut la lui laisser. Ouais. Nous voulons une autre Algérie. L'Algérie a toujours été caractérisée par sa jeunesse. On dit toujours que 70% de la population algérienne a moins de 30 ans, ce qui est une réalité. Lorsque l'on pense qu'un jeune Algérien, aujourd'hui, une génération, 20 ans,
ne connaît que le pouvoir de Bouteflika. C'est triste. Oui, 20 ans. C'est très triste. Et même ceux qui ont 30 ans. Ça veut dire qu'ils avaient 10 ans quand il a pris le pouvoir. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ne connaissent que lui. Tout à fait. Déjà une génération ne connaît que Bouteflika comme chef de l'État. Oui. C'est triste. Mais ensuite, quand on voit la durée, et vous l'avez dit tout à l'heure, Abdelaziz Bouteflika est là depuis 1962. Il avait 25 ans, il en a 80. C'est énorme. C'est énorme. Et nous continuons comme cela, avec une génération qui n'est plus dans l'avenir. Elle est toujours dans le passé et les règlements de compte du passé. Parce que ces gens-là sont en train de régler, vous en avez parlé tout à l'heure, des règlements de compte, de régler des comptes. Des comptes à l'Algérie, avec les Algériens. Abdelaziz Bouteflika, on a réglé des comptes. Il continue, de façon directe ou indirecte, à régler des comptes à l'histoire. Et nous en avons parlé. Cette histoire-là, je crois que nous sommes dans le sujet. Vous vous rappelez de sa fameuse phrase à la veille des élections, « Si je n'ai pas un soutien franc et massif, alors je les laisserai à leur médiocrité ». Oui, mais voilà, vous vous rappelez voilà, bien sûr que je m'en rappelle, et d'autres phrases encore. D'autres phrases encore. Oui. Bon, là est le problème de ce pays. C'est là est le problème de ce pays. C'est-à-dire que, mais face aux faits, il faut peut-être, parce que quand on entend le discours que je viens d'entendre, je suis triste. C'est-à-dire que la classe politique algérienne, ou celle qui se présente comme une classe politique, ne va pas de certains faits aux idées. Parce qu'il y a des idées qui sont derrière tout cela. Bon, c'est peut-être un peu long d'en parler et de rester là aux actes, aux faits que les Algériens vivent, parce que c'est cela qu'ils vivent. Les idées, ils les laissent pour plus tard. Mais les faits sur tous les plans, sur le plan social, parce que c'est ce qui intéresse les Algériens, qui aujourd'hui ne remplissent pas un couffin avec le salaire qu'ils ont. Ils remplissent aujourd'hui un quart ou un demi-couffin au plus. On parle d'une dizaine de millions d'Algériens, c'est-à-dire quasiment le quart, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et cela, c'est cette guerre-là qu'il faut mener. On sait que la corruption est devenue un sport national, un fléau énorme. Ça veut dire qu'on n'en parle même plus au point où les gens vont le hajj avec l'argent de Rachoua. Ça veut dire que c'est tellement rentré dans les mœurs que les gens, les députés achètent leur tête de liste au souk. La majorité de nos compatriotes, hélas, ne sont pas regardants d'où vient l'argent. D'où il vient. L'essentiel, c'est qu'il l'ait. Absolument. C'est qu'il le dépense. Restez avec nous, Brahim Younsi. Sofiane Jilali, d'abord, est-ce que vous souhaitez répondre à Ben Hammou? Bon, je crois que ça ne mérite pas de commentaires. C'est tellement hallucinant ce que j'entends. Si on devait faire le bilan de M. Bouteflika, je crois que l'histoire n'en retiendra absolument rien, sinon d'avoir meurtri ce pays, de l'avoir saccagé, de l'avoir livré à la corruption, d'avoir empêché son développement, d'avoir liquidé ses élites. Voilà ce dont se rappellera l'histoire pour M. Bouteflika, quelle que soit la durée encore de son pouvoir. Mais alors, pourquoi, Sofiane Jilali, pourquoi y a-t-il tant de vieillards, de personnes à la limite de la sénilité? On les entend tous les jours, ils font des déclarations absolument ahurissantes. C'est à croire que des gens se sont échappés d'un asile d'aliénés. Pourquoi, à votre avis, parviennent-ils non seulement à s'imposer, mais en plus à imposer, lorsqu'ils partent, ceux qu'ils ont choisis pour les remplacer? C'est quasiment une dynastie multiforme avec des milliers de têtes à tous les niveaux de la société. Votre question pose une vraie problématique très profonde et qui touche aussi à une forme de culture dans le pays. Malheureusement, c'est une vieille culture traditionnelle où les vieux sont un peu encensés. C'est la culture de l'ancien qu'on ne remet jamais en cause. Et ceux qui sont là ont réussi à récupérer
récupérer le pays un butin de guerre et pour eux il n'est absolument pas question de le remettre, c'est leur propriété privée et cette mentalité est là depuis très longtemps. Le feu Chérif Msaadia le disait, tous les barons du FLN le disaient, ils considéraient avoir pris l'Algérie avec les armes et que seules les armes la leur enlèveraient. Donc ça fait partie un peu de la culture et de la psychologie de ces gens. D'autant plus, comme vous le disiez, un homme comme M. Bouteflika, si vous étudiez un peu où c'est qu'il a grandi et dans quel état, à 25 ans, il s'est retrouvé sous les ordres de la République. Vous pouvez très bien comprendre le choc psychologique qu'il a pris, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ça leur est monté vraiment à la tête. D'individus qui ne comptaient pas, qui n'avaient aucune vie. Ils se sont retrouvés à la tête d'un État d'une puissance extraordinaire. Donc vous comprenez très bien qu'il n'est pas toujours gardé toute la raison. Sofiane Gilel, je me permets de vous interrompre. D'abord, pour une petite remarque, oui. C'est vrai que nous avons cette culture de l'aîné, mais c'est vraiment autre chose. Personnellement, je ne m'inscris pas dans la logique que vous décrivez, parce que nous respectons les aînés pour leur sagesse, pour leur désintéressement, pour leur dévouement, pour tout ce qu'ils nous donnent, pour tout ce qu'ils représentent de valeur et de transmission. Ce n'est vraiment pas la même chose avec cette gérontocratie qui est tout ce qu'on veut, sauf porteuse de vertu. Mais sinon, nous allons voir un petit extrait d'un discours de M. Bouteflika, où il avait affirmé, avant qu'il ne soit frappé par cet AVC, qu'il voulait partir, qu'il voulait quitter, et puis, curieusement, il ne part plus. Il me semble qu'il y a un souci. C'était la fameuse déclaration « Il dit tab jnanna », il a été longtemps applaudi, et puis il a dit « Oui, je vous remercie de m'applaudir, de vouloir me retenir, mais ce qu'il y a dans les pieds, ce qu'il y a dans la tête, bon, on l'a, allez, vous allez la regarder. » وأكرر اليوم بأن جيلي طاب جنان وأكرر اليوم بأن جيلي طاب جنان. Brahim Younsi, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Il faut être rapidement, parce que nous devons reprendre M. Benhamou, à qui c'est le moment de parler. Oui. Il faut être dans leur sérail pour savoir ce qu'il a fait. Oui, parce qu'il l'a annoncé publiquement. Oui, il a fait changer d'avis. On disait même à l'époque qu'il préparait quelqu'un pour lui succéder. Mais je ne crois pas à ce qui vient d'être dit, à cette culture du respect de l'ancien, du vieux, de l'aîné, etc., et de la sagesse. Mais les coups d'État, entre guillemets, aux vieux ont été de tout le temps faits. Oui. Je vais rappeler toute la culture du PPA, les jeunes qui chassaient le vieux, qui chassaient le grand... Le mal dominant. Oui, absolument. Le Msali, etc. Cela s'est passé dans toutes les... Ce sont des mentalités de meute. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème. Nous avons toute cette génération-là, effectivement, qui m'a... cette génération qui est autour d'un patrimoine. Et préserver le patrimoine, préserver cet héritage le viatique. Absolument. Le leur a été... Voilà. C'est maintenir ce patrimoine-là. Nous sommes dans un état néo-patrimonial. Ils veulent absolument le garder et le maintenir tel qu'il est. Donc c'est cette vieillesse, si j'ose dire, cette gérontocratie qui maintient, entre guillemets, une légitimité, où ils pensent avoir cette légitimité qui leur vient de 54 et après 54, etc. Voilà, ils se disent, nous sommes légitimes, non pas parce que vous nous avez donné électoralement la légitimité, mais nous l'avons par le moyen des armes que nous avons pris. Mohamed Benhamou, d'abord, je vous laisse répondre si vous souhaitez répondre. Ensuite, je vous poserai une question. Mohamed Benhamou, est-ce que Mohamed Benhamou est avec nous? Il semble... Mohamed Benhamou, est-ce que vous nous entendez? Oui. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, d'abord, je vous laisse répondre éventuellement à Sofiane Gilali et à Brahim Younsi, si vous le souhaitez. Sinon, je vous pose une question. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit.
Néanmoins... Ils ont dit M. Benhamou est un excellent monsieur. De toutes les façons, nous comprenons son combat. Il se bat pour l'Algérie. Non, écoutez, mon cher ami. Oui. Moi, je parle d'une manière palpable. Le bilan, il est là. Pourquoi on ne parlerait pas de ces milliers de jeunes qui sont maintenant entrepreneurs grâce à l'ANSEJ et à l'ANEM? Pourquoi on ne parlerait pas des millions de logements qui ont été construits depuis la venue de Bouteflika? Pourquoi on ne parlerait pas de ces aéroports, de ces barrages, que maintenant l'Algérie a repris sa stabilité? Pourquoi on ne parlerait pas de l'autoroute? Pourquoi on ne parlerait pas des routes toutes cassées? Pourquoi on ne parlerait pas de 1000 milliards de dollars? Pourquoi on ne parlerait pas d'absence d'hôpitaux? Pourquoi on ne parlerait pas d'absence d'emploi? Pourquoi on ne parlerait pas de 40% de chômage? Le taux de chômage, il a baissé en Algérie. Officiellement, il est moindre qu'en France. Il est moins important qu'en France. Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler, parce que sinon ça vous dites des choses tellement énormissimes que c'est difficile de se retenir. C'est pas grave, c'est mon avis. Ça ne compte que moi. Mais moi, ce que je peux vous dire, soyons objectifs. D'accord. Ce n'est pas le paradis. Je n'ai jamais dit que l'Algérie c'est le paradis. Mais je peux vous dire une chose, qu'on a fait un pas en avant. Nous avons réussi beaucoup de choses et il nous reste encore à travailler. Mais l'histoire retiendra qu'il y a des compatriotes, hommes politiques ou intellectuels, qui essayent de dénigrer, qui essaie de donner une image mauvaise de l'Algérie, une image noire de l'Algérie. Moi, tout ce que je veux dire, elle n'est pas blanche, cette image. Elle n'est pas verte, cette image. Mais elle est multicolore. C'est vrai qu'il y a des négatifs, qu'il y a des choses pas bien, qu'il faudrait peut-être arranger. Mohamed Benhamou, je me permets de vous interrompre pour vous poser une question parce qu'il ne reste plus de temps. Pourquoi, à votre avis, Bouteflika, qui avait dit, avant d'avoir son AVC, que Tab Jinanou, qu'il allait prendre sa retraite et qu'il aurait bien voulu, mais qu'il ne pouvait pas rester. Il a dit comme ça. Pour le porter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis une fois qu'il a eu son AVC? Mais je peux vous dire mon sentiment? Oui, bien sûr. Mon sentiment personnel? Oui. Alors, plus âgé que Bouteflika, c'est à côté, en Tunisie, c'est 90 ans. D'accord? Donc, parlons pas d'âge. Bouteflika avait toutes ses facultés mentales pour gouverner. Donc, ce n'est pas ses pieds. Eisenhower était avant lui. Et ce n'est pas ses jambes. C'est surtout son mental. Bon. Néanmoins, vous voulez dire qu'il a toute sa tête? Il a toute sa tête? Maintenant, écoutez, tout ce que je peux vous dire, que Bouteflika est chez lui. Il gouverne son peuple. Il est en Algérie avec ses siens. Bouteflika, que vous le vouliez ou pas, est tombé malade en plein exercice, en fonction. Et vous savez pourquoi moi je le défends avec acharnement? Parce que moi je suis musulman. Et quand vous avez un père qui tombe malade, est-ce que vous le jetez? Alors moi je le dirais haut et fort, Bouteflika restera en Algérie, restera président jusqu'à ce que mort s'en suive. Barakallahu fik. Mais il est chez lui et c'est avec les Algériens. Les Algériens ne disent rien. Il y a une minorité qui n'est pas d'accord. La majorité des Algériens. Qu'est-ce que vous en savez, M. Benhamou? Qu'est-ce que vous en savez qu'il y a une minorité? Moi, je crois savoir le contraire. Je crois que vous êtes une minorité à vouloir imposer Bouteflika. Écoutez, la paix qu'il y a en Algérie, elle n'existe pas ailleurs. Rares les pays, maintenant, en 2017, qui vivent dans une paix pareille à l'Algérie. Merci Mohamed Benhamou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Djilali, en moins d'une minute pour clore le sujet. Oui, finalement, vous nous aviez mis sur une discussion de fond, mais qu'ensuite, je ne pouvais pas répondre. Vous m'avez pris à contre-pied. Je maintiens absolument, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus longuement, mais qu'il y a des valeurs dans la société qui sont aussi portées par ce pouvoir. Et c'est ces valeurs, mauvaises valeurs dans la société qui a fait que ce pays a été colonisé pendant si longtemps et qu'une grande partie des gens acceptent d'être géré et dirigé par un homme absent qui n'est pas là. C'est l'habitude d'idolâtrer, y compris les morts. Voilà ce qui a tué
cette société. Il faut que nous regardions en face de nous. Qu'est-ce que c'est notre société exactement et quelles sont les valeurs que nous véhiculons si nous voulons changer et rentrer dans l'ère moderne. Merci Sofiane Djilali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, en moins d'une minute. Moi, je ne crois pas que ce soit le problème d'un homme. Il y a l'homme qui est malade. Donc, l'article 102 doit s'appliquer à lui et partir, j'allais dire, dans l'honneur. Mais le problème, l'homme va partir, d'une manière ou d'une autre, il va partir, mais le système va rester. Oui. Justement, très vite, maintenant que la succession se dessine, vous pensez qu'on va remplacer, rafraîchir par un plus jeune ou encore un autre gérante? Peut-être un plus jeune qui n'est pas si jeune que cela. Ça veut dire 70 ans, hein, 75 ans. Par là. Mais peu importe qu'il soit jeune ou vieux, je ne sais pas si c'est une chanson qui dit cela, oui. Hein, peu importe. Mais si le système demeurait, que la fonction politique ne reçoit pas une légitimation par le suffrage, par le peuple, et nous allons vivre dans les prochains mois une autre mascarade électorale. Le problème est là. Et le problème, et la balle, elle est dans le camp de cette opposition. Et on la voit, cette opposition. On la voit émiettée. On la voit sans idéologie, sans axe, sans vision de l'Algérie. Quelle qu'elle soit, je ne dénigre pas, mais c'est une situation qui doit alerter ceux qui veulent changer, qu'ils soient dans l'opposition ou pas. Mais ceux qui veulent absolument aller vers un changement, ceux qui veulent absolument changer le système, parce que nous avons un problème systémique, il n'est pas lié à un homme. Merci Brahim Younsi, merci Sofiane Djilali, merci Mohamed Ben Hammou, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.